Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne pour une vidéo un peu différente parce que j'avais envie de changer un peu de cadre, d'essayer de faire des choses un peu originales, tout ça. Donc je me suis dit, étant donné que je suis en train de lire Proust, que je suis à la moitié de la recherche et que j'avais envie de faire une petite vidéo mise à jour, et bah pourquoi pas le faire en faisant des madeleines. Alors j'adore la cuisine. C'est un hobby, la pâtisserie, c'est un petit peu un hobby que j'ai. Je prétends pas être excellente, mais voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de Proust et de madeleine. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Amélia, je fais des vidéos sur la littérature et apparemment maintenant sur la cuisine aussi. Et j'aime bien partager ce que je lis, ce que j'ai envie de lire, mes impressions sur des auteurs à un public plus généralisé sur YouTube et puis un petit peu partager ça avec tout le monde. Donc aujourd'hui on va se mettre à jour avec la recherche. Donc j'ai ici tous mes livres, je les lis en folio classique. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai lu, donc les 3 premiers tomes. 4 en réalité parce que le côté de Guermantes a été de base publié en 2 tomes, mais on va dire 3 hein, dans la collection folio classique qui sont là, qui sont un petit peu les plus grands. Et ensuite j'ai ceci, donc Sodome et Gomorrhe que je viens de commencer et les 3 derniers tomes. Donc vous l'avez remarqué, au fait ça devient quand même de plus en plus court au fil et à mesure hein. Le temps retrouvé c'est le dernier tome. Ouais, c'est le dernier tome, le temps retrouvé. Et c'est très clairement le plus court. Donc je vais voir s'il y a une logique à ça narrativement ou si c'est juste Proust qui en avait peut-être marre d'écrire. Non, ça c'est pas possible. Mais s'il y a une raison derrière ce choix. En attendant, je vais juste chauffer mon beurre. Donc déjà, pourquoi est-ce que j'avais envie de lire la recherche? Donc c'est une question un petit peu compliquée. Il n'y a pas de raison particulière. J'avais envie de me faire un petit challenge cet été. C'est quand même le roman le plus long de la littérature de manière générale, ou en tout cas il est considéré comme tel. Je me suis dit j'ai du temps, j'aime bien lire, pourquoi pas. Pourquoi la Madeleine? Bah, évidemment par rapport à la Madeleine de Proust. Donc la Madeleine, si ça vous intéresse, on la voit très vite au fait. On peut se dire oh mon dieu, il y a 1 million de mots dans ce livre. En fait on la voit vraiment tout au début du côté de chez Swann. Donc ça arrive assez rapidement. J'avais pas d'attente particulière quand je me suis lancée dans Proust, sauf que vous l'aurez peut-être deviné avec toute cette histoire de la Madeleine de Proust et du fait qu'il mange une Madeleine et ça lui ramène des souvenirs de son enfance. Ça va beaucoup se traverser la mémoire puisque le narrateur de la recherche est un Proust très mal déguisé qui s'est collé un petit peu une moustache en carton-pâte sur le visage et qui va nous parler de ses expériences de vie, donc de ses expériences d'enfance, tout d'abord de ses rapports parentaux qui sont également centraux, très importants dans cette œuvre. Ensuite de son adolescence et de son ascension sociale, ou en tout cas de son désir de s'élever socialement et de rentrer dans les salons parisiens les plus prestigieux. Mais également là, je suis dans Sodome et Gomorrhe, on va également explorer son homosexualité. Donc on se retrouve avec beaucoup de choses. Ça a été, alors j'ai vraiment eu besoin par contre d'un petit peu lire des choses sur Proust, ou plutôt écouter parce que je suis une grande amatrice de podcasts, des choses sur Proust avant de me lancer sur ça. Je vais juste voir mon beurre. Voilà, donc dans la recette que j'ai, je sais pas, c'est une recette Hervé Cuisine, je la mettrai en description, mais ça me dit de faire fondre le beurre délicatement et de le laisser tiédir. Prélever le zeste de citron, j'ai déjà fait. Ouais, ça devrait être bon. Donc, la recherche qui aborde extrêmement beaucoup de thèmes différents et tout d'abord ça a été beaucoup moins ennuyeux que ceux que je pensais. J'ai l'impression qu'on mystifie quand même beaucoup Proust. On aime beaucoup parler de Proust comme voilà un auteur central de la langue française, ce qui est certainement correct, mais ça se lit pas beaucoup à l'école. Je pense que c'est vraiment considéré, si vous avez lu Proust au lycée ou ailleurs, même mon extrait ça m'intéresse parce que moi je l'avais jamais lu à l'école. Du coup dans ma tête c'était vraiment un auteur mythique que je comprendrais jamais avant l'âge de 40 ans. Alors qu'en fait ça va, alors c'est clairement plus difficile que Zola. Je dirais que par contre je me suis plus ennuyée par exemple en lisant Balzac que Proust, très franchement, donc j'en ai aussi pas mal profité. Donc oui, j'ai l'impression qu'on mystifie beaucoup Proust, notamment à cause de son absence dans
dans le système éducatif et puis on se rend compte qu'au final ça va. Alors les phrases à rallonge, oui, mais la structure grammaticale qui les accompagne amène quand même une certaine clarité à mon avis, dans mon humble avis de petite lectrice proustienne très amatrice. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a on a un personnage, un narrateur qui est hypersensible à tout. Donc si vous avez de l'anxiété, non sérieusement, si vous avez de l'anxiété, une certaine forme d'hypersensibilité ou quoi que ce soit, je pense que vous risquez fortement d'aimer Proust parce que c'est fou à quel point il est constamment, en quelque sorte, en garde face à son environnement. Et d'ailleurs ça se sent dans le côté de Guermantes puisqu'on va suivre son enfance qui se passe plus à Combray qu'elle ne se passe à Paris. Et puis par exemple, une des scènes les plus célèbres quand même de la recherche, c'est lorsque le narrateur va se coucher. Alors qu'il est petit, donc évidemment on l'envoie se coucher avant les adultes, il est absolument désespéré de recevoir un baiser de sa mère sur la joue et il est complètement terrorisé à l'idée d'aller se coucher sans recevoir cette forme d'attention maternelle. Donc il y a toute une scène où il est dans son lit et il regarde à travers la porte entrouverte dans le couloir et il entend ses parents au loin et il voit la forme, enfin l'ombre de ses parents contre le mur et il est complètement tétanisé à l'idée d'être ignoré par sa mère. Donc on a vraiment cette figure maternelle qui est extrêmement présente. Et ce que j'ai lu dans un podcast qui est assez intéressant quand même, c'est que Proust il avait de l'asthme. C'est aussi central à l'œuvre. Il avait de l'asthme, à l'époque il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de petits comment ça s'appelle, les machins qu'on utilise pour l'asthme, qu'on pouvait amener n'importe où avec nous. Et donc avoir de l'asthme, c'était quand même être condamné à une certaine immobilité. Et quand il avait à peu près 6 ans, si je dis pas de bêtises, il a failli mourir d'une crise d'asthme. Et alors qu'il était en train de mourir, en train de perdre complètement son souffle, son père, qui était médecin, qui était un homme très célèbre, très illustre socialement, qui avait fait des grands travaux d'hygiénisme à Paris, s'était penché vers lui et l'avait traité avec beaucoup de tendresse. Et le petit Proust avait compris que par ce soin paternel, alors que son père était normalement très strict, qu'il était clairement sur le point de mourir. Et ça l'a beaucoup marqué, ça lui a fait prendre conscience de sa propre mortalité à un âge très jeune, mais également prendre conscience de l'importance de la mémoire. Donc voilà, de se dire que je vois mon père qui est à 2 doigts de mourir devant moi, qui se comporte de cette manière tendre, qui est totalement en opposition à son comportement habituel. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de la mémoire, au fait? Comment on peut illustrer ce sentiment, cette version d'une personne qui est quand même complètement différente de ce que l'on voit d'habitude. Et ça va être vraiment, ça va pas être directement au centre donc je l'ai mis où moi? Quelque part du côté de chez Swann, parce qu'il va parler plutôt de la relation avec sa mère et également de la relation avec Swann qui est très importante, mais on sent cette sensibilité par rapport au rapport d'enfance et les descriptions de Combray qui sont absolument magnifiques. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la peine avec les descriptions en littérature, on critique beaucoup Balzac parce qu'il va prendre 100 pages pour décrire une façade d'immeuble, mais quand c'est bien écrit, c'est tellement beau. Quand on a ces descriptions d'immeubles, ces descriptions de fleurs aussi, donc il y a du côté de chez Swann, il y a également du côté de Guermantes, ces descriptions de châteaux, ces descriptions très naturelles et un petit peu en demi-teinte quand même, qui sont présentes. C'est absolument une joie à lire, donc j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, si on passe à l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est pour l'instant le tome que j'ai le moins aimé, je dois vous dire. Donc là on retrouve le petit Proust, sauf que le petit Proust a quand même grandi et il est quand même adolescent. Je crois que c'est bon, je devais mélanger un truc jusqu'à ce que ce soit prêt. Attendez. Ok, alors maintenant je dois tamiser. Super, j'adore ça. Ok, alors tamiser la farine et la levure. Alors cette vidéo, soit ça va être drôle pour vous, soit ça va être absolument énervant à regarder. Donc le deuxième tome à l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui a d'ailleurs un titre par ailleurs qui est absolument magnifique. On va suivre le petit Proust qui est maintenant un peu plus grand et qui va réussir à aller à Balbec.
je veux pas dire de bêtises, en Normandie, c'est pas en Bretagne, hein, c'est ça, c'est en Normandie je crois, avec sa grand-mère pour y passer des vacances, et c'est là où il va vivre un petit peu ses premières expériences sexuelles. Et ces fameuses jeunes filles en fleurs, c'est un groupe de jeunes filles dont Albertine, la fameuse El Famoso, fait partie. Et il va rencontrer donc ces jeunes filles, et ça va l'amener à énormément de réflexions sur son rapport avec les femmes, sur son rapport avec l'amour, avec les relations amoureuses, puisque auparavant il avait eu une amitié très profonde avec Gilberte, si je ne dis pas de bêtises, qui est la fille de monsieur et madame Swann, mais il n'avait jamais réellement eu de relation amoureuse complète. Et encore une fois, on a des descriptions magnifiques de jeunes filles qui sont au bord, en petite marinière, au bord de la mer, donc ça laisse... c'est vrai que c'est assez poétique. Par contre, la présence de Balbec m'a absolument pas séduite comme endroit. Il y avait des descriptions très très lentes, notamment de... pas de l'opéra, je vais y arriver, du casino, quand même énormément de pages liées à ça, et ça m'a clairement pas passionnée plus que ça, mais ça reste quand même un tome assez splendide. Donc maintenant j'ai ma farine avec un mélange, ah super, je pourrais pas avoir une chaîne de pâtisserie du tout au fait. J'ai ma farine avec un mélange de sucre et de farine, et je vais mélanger ça délicatement et après ajouter le beurre fondu, et on devrait être bon. C'est beaucoup plus facile que ce que je pensais au fait de faire des madeleines. D'ailleurs, est-ce que les madeleines qu'on fait maintenant c'est les mêmes qu'on mangeait à l'époque de Proust? Ok, donc à l'ombre des jeunes filles en fleurs qui se termine encore une fois en demi-teinte, dans l'imaginatif, dans le flou. Ces jeunes filles, est-ce qu'elles existent vraiment? Est-ce qu'elles sont une représentation du flou, de la sexualité de Proust? Why are you gay? Qui était quand même, voilà, gay aujourd'hui on dirait. On est quand même, à la fin de l'histoire, on reste quand même avec pas mal de questions auxquelles on n'a pas répondu, et ça m'a laissé un peu perplexe. Par contre, du côté de Guermantes, alors du côté de Guermantes, j'en avais clairement entendu beaucoup de mal. Ok, donc je vous retrouve après avoir terminé ma pâte qui est en attente au frigo. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais apparemment pour qu'elles aient la petite bosse, bosse que j'ai vu aussi sur internet va être appelé un téton, ce qui est un terme absolument horrifiant pour de la pâtisserie. Bah, pour avoir cette petite bosse, il faut la laisser reposer au frigo 1 heure, idéalement 2 heures. Donc on va voir ce que ça donne. Et j'étais en train de vous parler du côté de Guermantes. Alors j'en avais... plusieurs personnes m'avaient dit que c'était le tome qu'elles avaient le moins aimé, parce que c'est vrai que c'est le tome le plus rempli de mondanité. Donc encore du côté de chez Swann, pendant l'enfance du narrateur, on était à Combray, on était dans un milieu différent. Ensuite, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, on était au bord de la mer, essentiellement pendant une grande partie du roman. Dans le côté de Guermantes, il a vraiment atteint l'âge où on lui permet d'accéder aux salons et aux soirées mondaines parisiennes. Et il va absolument vouloir rentrer dans la sphère de la duchesse de Guermantes. Et à ce titre-là, il a un ami que l'on a déjà découvert dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui se nomme Saint-Loup, qui est noble, contrairement au narrateur qui est bourgeois, si je ne fais pas d'erreur, et qui va pouvoir l'aider à rentrer dans ces sphères mondaines extrêmement prestigieuses. Donc c'est vrai qu'on va le suivre quand même à travers énormément de péripéties pour pouvoir rentrer dans ces salons, puisque ce n'était pas donné à tout le monde, et c'est là où on voit vraiment le côté onirique de l'œuvre, le côté onirique de l'œuvre dans le sens où le narrateur est un gros snob, ça on l'aura vite compris, est un gros snob qui donne beaucoup d'importance au titre, au prestige social, et qui va vouloir absolument rentrer dans ces salons, mais il est un snob rêveur, il est un snob qui va développer une idée bien précise et claire de la mondanité et de la noblesse dans sa tête, et forcément comme à chaque fois qu'on se monte... qu'on se prend la tête au fait avec des idées complètement inventées et imaginaires, il va être déçu. Et c'est vrai que le côté de Guermantes retrace pas mal ce parcours du narrateur qui va enfin réussir à rentrer, surtout dans la deuxième partie de ce roman, dans tous ces salons dont il avait tellement rêvé depuis son enfance, depuis l'époque sur laquelle il fantasmait sur Swann. Il va également rencontrer Charlus, qui est un personnage au centre de Un amour de Swann. Mais il va aussi s'apercevoir que juste parce qu'on est noble et que l'on a des titres, ça ne veut pas dire qu'on est forcément très intéressant.
Ce qui reste de cette œuvre, c'est qu'il a c'est pas un fantasme parce que c'est une réalité quand même, mais pour lui la duchesse illustre ce qu'il appelle l'esprit de Guermantes, l'esprit de cette famille qui est extrêmement noble, qui a des liens aussi avec Combray, où ils ont leur chapelle, où ils sont représentés dans des fresques de l'église puisqu'ils ont une histoire qui remonte au Moyen-Âge, et il va vraiment avoir cette idée fixe de l'esprit de Guermantes qui pour lui représente un certain summum mondain, et il va retrouver ça chez la duchesse, mais pas forcément chez tous les Guermantes. On va également voir plein de personnages différents, on va comprendre la complexité de la sphère mondaine de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui qui aimeraient s'élever socialement, il y a des personnages qui viennent de familles très nobles mais complètement ruinées et donc qui épousent des roturiers qui ont de l'argent, donc il y a cet échange de pouvoir entre titres d'un côté et argent de l'autre. On est plongé totalement dans cet univers du Second Empire qui a fait en sorte que plusieurs familles nobles ont retrouvé une certaine forme de prestige social en quelque sorte qui leur avait été grandement enlevé après la Révolution, mais qui est aussi une époque d'ascension sociale pour beaucoup de roturiers et de petits bourgeois, avec une présence coloniale qui est vraiment abordée extrêmement rapidement. Il ne faut pas se l'attendre, mais on va voir Saint-Loup qui part au Maroc pour être éloigné de sa maîtresse par exemple. On a tous ces rapports entre hommes et femmes qui sont intéressants puisque c'est généralement des... on est moins surtout chez la noblesse, quoique il y a une certaine forme de liberté qui s'instaure et les relations avec les maîtresses parfois tournent au mariage, donc tournent dans des mésalliances comme c'était le cas avec Monsieur Swann. Et donc j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Également la présence de l'affaire Dreyfus qui est peut-être une de mes périodes historiques que je trouve le plus intéressante. Donc personnellement je l'ai profité à l'ombre des jeunes filles en fleurs parce que j'ai trouvé que ça s'étalait quand même moins. Alors bon, on est d'accord qu'il y a à peu près 500 pages qui se passent dans les salons où on entend parler les personnages, enfin on a du discours rapporté, des nouveaux personnages constamment qui disent X ou Y. On n'a pas forcément tout le temps d'apprécier et de connaître à fond chaque chose, mais voilà, il faut être quand même... gentil avec soi-même quand on lit, je pense. D'ailleurs j'ai beaucoup utilisé un site qui s'appelle Proust Personnages où il y a la liste de tous les personnages de la recherche et ça m'a beaucoup aidé à garder en esprit qui était qui parce qu'il y a beaucoup de personnages et j'ai un gros problème lorsqu'il s'agit de se souvenir du nom des personnages, même de manière un peu passive. Si on m'envoie un nom à la figure et qu'il est apparu il y a 200 pages, je vais sûrement pas m'en souvenir. Donc de ce point de vue là ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui je me suis lancée dans Sodome et Gomorrhe que j'ai à peine commencé. Je vais m'y remettre après cette vidéo, entre le moment où voilà, je vais faire reposer ma pâte et après je vais les mettre au four parce que je vais quand même filmer tout ça. Je vais lire un peu plus de ça et je vais vous donner mes impressions sur le tout début du roman. Voilà, donc je viens de mettre mes petites madeleines au four, j'en ai pour 12 minutes et du coup ça me donne un peu l'occasion de reparler sur Proust et sur ce que je voulais dire avant. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par aborder Proust, faites-le. Je pense que ça a été la leçon la plus importante que j'ai retenue de ça, c'est que pendant longtemps j'ai été très intimidée par les classiques, j'avais l'impression que j'étais pas légitime à les lire, pardon. Je vais réussir, ouais ça va un peu mieux, c'est un peu plus flatteur comme ça quand même. Pendant très longtemps je pensais que j'étais absolument pas légitime à la lecture de classiques, alors qu'en réalité, même si vous comprenez pas tout, même si vous comprenez pas forcément les choses comme le comprendrait une autre personne, au final c'est ce qui fait la richesse littéralement de cette lecture, c'est que tout le monde ne va pas lire Proust de la même manière, surtout que c'est une écriture extrêmement intime, c'est une écriture qui encore une fois parle énormément de mémoire, de sa conception de soi, de la conception que l'on a de soi justement, de comment on voit les autres, de comment la mémoire est fragmentée, de comment on se souvient des choses, des interactions sociales, des règles sociales, de la sexualité, de l'amitié, tous ces thèmes qui peuvent parler à n'importe qui mais qui vont pas être reçus de la même façon. Et c'est peut-être à cause de ça que, enfin grâce à ça, que l'écriture de Proust perdure depuis un siècle, c'est que on est dans cette intimité, on est dans ces... il a réussi à briser les carcans un petit peu de ce qu'on appelait l'écriture masculine et l'écriture féminine, avec l'écriture féminine qui serait un peu plus sensible et psychologique, alors qu'en fait non, il a une écriture extrêmement psychologique et ça fait que forcément...
quelle que soit l'époque, on se retrouve un petit peu dans ce qu'il dit. Et ça m'a beaucoup touchée, ses souvenirs d'enfance, et il le dit lui-même, pas directement, mais on comprend bien que ce n'est pas censé être représentatif d'une réalité, puisqu'il y a toujours ce côté flou, ces moments, cette mémoire qui saute, qui ne sont pas linéaires de toute façon, qui sautent d'un passage à l'autre, une conception différente du temps. Ça a sa beauté. Et ça a son aspect de réalité dans la façon dont on envisionne sa propre conception de soi et comment on reflète sur les mémoires passées. Donc faites-le, lisez Proust. Je vous recommande quand même de prendre peut-être quelques sources secondaires, de prendre le temps d'écouter quelques podcasts. Il y en a beaucoup, encore une fois, sur France Culture ou sur YouTube. Il y a une série géniale d'anciennes vidéos qui s'appelle La leçon de Proust, qui avait été réalisée à la télévision française dans les années 60, où il y a plusieurs auteurs très célèbres. Il y a Marguerite Yourcenar, Romain Rolland, Barthes, Butor, entre autres, qui parlent de ce qu'ils ont retenu de Proust, dont certains qui admettent qu'ils n'aimaient pas du tout Proust au début, donc c'est pas, ou qu'ils l'ont trouvé difficile. Donc vraiment, ce n'est pas, on peut tout à fait être une personne brillante et extrêmement érudite et ne pas tout comprendre du premier abord, mais qui parlent un petit peu de leurs expériences par rapport à la lecture de Proust, et je me suis beaucoup retrouvée dans ces entretiens, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, un mot de conseil, vraiment, j'ai hâte de continuer Sodome et Gomorrhe et ensuite de finir la recherche. Pas rapidement, mais dans le mois, j'aimerais bien la finir avant la fin de l'été de façon un peu symbolique, et puis pouvoir continuer à vous en parler ici et sur Instagram. Donc sinon, je viens de sortir mes madeleines du four, enfin je viens d'ouvrir le four et de l'éteindre pour être précise, et je suis contente parce qu'elles sont bien sorties. Elles ont un téton, mesdames et messieurs, elles sont bien formées comme ça. Je vais essayer de voir si je peux. Voilà, je les trouve plutôt belles pour un premier essai. C'était vraiment pas difficile, hein. La plus grosse difficulté, c'était d'acheter le moule parce que j'en avais pas un. Mais je vais les démouler et puis je vais vous revoir après pour les déguster. Bon bah pour conclure, il me reste plus qu'à déguster les madeleines que j'ai là. Après je vais plus être toute seule, donc je vais pas toutes les manger et devenir une super Proust, je sais pas. Enfin bon. C'est une madeleine. Je suis contente d'avoir mis du citron dedans. Est-ce que ça me donne envie d'écrire un roman, enfin une série de romans de plus de 20 millions de mots? Non, je suis pas sûre. Mais quoi qu'il en soit, comme conclusion, faites des madeleines et lisez Proust. C'est deux occupations très bénéfiques, je pense, à votre vie tout court, tout simplement. Si ça vous intéresse de continuer à parler un petit peu de contenu littéraire avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur Instagram. Si vous avez des questions sur Proust ou des sujets de discussion, n'hésitez pas à le laisser en commentaire ou à m'envoyer un message, je suis toujours preneuse, et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!